Le débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies a permis de faire passer un ensemble de messages portés par les États membres. Comme vous le savez, le 30 juillet dernier, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de la levée totale de l'embargo injuste, illégitime et inique sur les armes imposé aux forces armées centrafricaines et qui a causé au pays une décennie durant tant de préjudices irréparables. Je voudrais vous adresser, Excellence, Monsieur Philémon Yang, mes chaleureuses félicitations pour votre brillante et historique élection à la présidence de la 119e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Votre élection est le symbole d'un honneur et d'un hommage mérité rendu à notre continent, l'Afrique. Elle est également une source d'immense fierté et d'inspiration pour les 51 millions de citoyens de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État, et singulièrement à la République sœur du Cameroun, votre beau pays. Pour la délégation de Niamey, l'occasion a été donnée de rappeler que la dignité humaine cadre bien avec la refondation en cours au Niger. Il y a un an exactement, dans cette même salle, sur cette même tribune, mon pays, le Niger, a été de façon injuste et injustifiée privé de parole. Ce n'est pas ça le plus grave. Mais le plus grave, c'est qu'au même moment, des représentants d'autres pays qui sont dans la même situation que le mien ont été autorisés à prendre la parole et mieux, ils ont été reçus avec les honneurs par le secrétaire général des Nations Unies. Vous conviendrez très aisément avec moi qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a un double standard qui est de nature à entamer la crédibilité de notre organisation commune. Mon pays a pris cette décision avec dignité et il s'est senti laissé pour compte. C'est pourquoi, au moment où les pays pauvres lisent l'heure, comme disent les jeunes, pour ne pas dire qu'ils s'enfoncent dans la galère, les riches s'en mettent plein les poches avec nos ressources. Continuent de soutenir des régimes corrompus et inféodés qui truquent les élections et plongent leur peuple dans la misère totale. Pendant ce temps, la communauté internationale se mure dans un silence complice. Avant de continuer, je voudrais saluer la participation à cette session de la Palestine, laissée pour compte. Nous fondons l'espoir que sa présence tant méritée parmi nous constitue une étape décisive vers l'avènement d'un État palestinien libre, indépendant, souverain, vivant en paix avec ses voisins dans ses frontières de 1967. J'ai condamné la mort des civils, quel que soit leur bord. J'ai demandé la libération des prisonniers et de ceux qui sont détenus par les deux parties. Nul besoin de détenir des femmes, des enfants, des personnes âgées. Je l'ai répété, on l'a répété à maintes reprises, à quiconque détient ces personnes. Je demande immédiatement que l'on passe à la table des négociations pour mettre en œuvre les résolutions internationales. Mais au lieu d'entendre la voix de la raison, le gouvernement israélien a tiré parti de ce qui s'est passé pour lancer une guerre totale de génocide contre la bande de Gaza, perpétrant et continuant de perpétrer des crimes de guerre tels que reconnus par la communauté internationale. Ce sont des crimes de guerre. Israël, aujourd'hui, lance maintenant une nouvelle agression.
contre le peuple frère libanais. Le peuple libanais maintenant est soumis au génocide et Israël doit cesser sa guerre et au Liban et en Palestine. Nous condamnons cette agression et nous exigeons qu'elle cesse. Les intervenants à la tribune des Nations Unies, comme le Gabon ou le Malawi, ont surtout déploré un ordre mondial lent et trop peu démocratique, inadapté aux besoins des citoyens du monde. Nous avons refusé de pratiquer la démocratie de représentation équitable ici aux Nations Unies. Nous demandons aux États membres de faire ce qui n'est pas fait ici aux Nations Unies et les pays refusent. Le ratio dette PIB dans des pays en développement tels que le Malawi, ce ratio augmente à un rythme extrêmement préoccupant, ce qui constitue une grave menace pour la stabilité financière internationale. Si ce problème n'est pas résolu, eh bien ceux qui nous maintiennent dans un état de dette perpétuelle, alors même que ces acteurs ont les ressources pour annuler ces dettes, ne doivent pas se fourvoyer. La propagation de la crise de la dette dans le monde en développement constitue un véritable cancer qui portera préjudice à vos propres économies. Donc le moment est venu de résoudre ce problème. Le Gabon, fidèle à sa tradition de paix, adhère sans réserve à ce projet qui vise un monde interactif, plus juste et inclusif. Au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, qui s'est réalisé sans effusion de sang, nous avons prôné pour la préservation de la paix et de l'unité nationale, en faisant appel à toutes les forces vives de la nation, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leur statut social, dans les efforts visant à construire un Gabon plus équitable et plus prospère. Le respect de la vie, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté des États, à choisir librement leurs partenaires et le rejet de la violence favorise la consolidation de la paix. En matière de développement durable, mon pays maintient une position ferme et cohérente en faveur de la protection de l'environnement. Je rappelle que depuis plusieurs années, le Gabon a dédié 13 parcs nationaux au service de l'humanité, contribuant ainsi à l'absorption de plus de 100 millions de tonnes nettes de CO2 par an et à la préservation des espèces menacées. Néanmoins, il ne saurait être question de faire passer les attentes de nos populations, encore tournées vers la satisfaction des besoins élémentaires, au second plan. C'est pourquoi cette tribune est l'occasion de rappeler, une fois de plus, aux nations industrialisées la nécessité de véritablement respecter leurs engagements, en soutenant les pays qui abritent le plus grand réservoir de carbone au monde. Le Proche-Orient, le Moyen-Orient, Haïti, voilà autant de foyers de tension qui nécessitent une mobilisation de la communauté internationale. Première république noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Lors de la dernière session de l'Assemblée générale, j'ai annoncé le fait que le Kenya était prêt à mener à bien une mission de soutien multinational en Haïti à la demande du gouvernement haïtien. Le Conseil de sécurité a donné son autorisation par le biais de la résolution 2699. Le Kenya a par la suite déployé 382 officiers de police spécialement formés pour cette mission. Il y a quelques jours seulement, j'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti. Et j'ai observé moi-même le travail mené à bien par nos officiers et des progrès remarquables ont été accomplis sur le terrain.
Je félicite également les dirigeants politiques de Haïti d'avoir forgé un accord et d'avoir élaboré une feuille de route extrêmement prometteuse pour organiser des élections libres, équitables et démocratiques. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Le débat sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU est revenu dans les prises de parole. Le Canada va plus loin en exigeant l'intégration de l'approche genre dans la gestion des institutions onusiennes. Depuis près de 80 ans, aucune femme n'a occupé le poste de secrétaire général. Et c'est inacceptable. Notre constat est clair. Le prochain dirigeant de cette illustre institution doit être une femme. Il est grand temps que l'on puisse dire de façon honorable sur cette tribune et partout à travers le monde, Madame la secrétaire générale. Et je dirais la même chose pour le poste de l'Assemblée générale. Monsieur le vice-président, avec tout le respect que vous m'inspirez et que m'inspire le président également, j'espère que l'année prochaine, les délégués s'adresseront à Madame la présidente. Et je sais que nous sommes nombreux et nombreuses ici, aujourd'hui, à partager ce souhait. Toutes ces idées partagées commandent bien sûr une réflexion profonde sur le mode de fonctionnement de l'ONU à l'avenir.